Président, nous nous félicitons tous des efforts entrepris pour inciter à la décarbonation des activités industrielles. Nous sommes convaincus de l'extrême importance de cet objectif sur le plan environnemental, mais pas que. Et la décarbonation de la sidérurgie est à cet égard pour nous une priorité dans la priorité, en commençant bien sûr par Dunkerque. Cela a été bien rappelé ce matin. Et il y a aussi d'autres sites, notamment des filiales. Je suis l'élu député de la Loire d'une terre industrielle avec le site industriel de Châteauneuf. Vous avez affirmé d'emblée, Monsieur le Président, la France est centrale pour ArcelorMittal. La France est un pays clé pour votre groupe. Mais la suite de votre développement nous alerte. Je le dis. S'agissant du plan de productivité que vous avez lancé, les sites européens étant, je vous cite, à risque. Un modèle économique menacé par la conjoncture, vous venez encore de le préciser, la baisse de la demande. Nous prenons note aussi de vos arbitrages, des arbitrages du groupe en termes d'investissement dans le monde. Nous savons aussi que la désindustrialisation est le résultat d'une logique de sous-investissement. Or, le temps est plus que contraint par rapport à l'échéance 2030. Le plan acier européen est positif, avez-vous affirmé, mais vous êtes en attente d'une clarification de votre groupe, clarification suspendue directement aux futures décisions européennes. Nous comprenons que vous attendez des soutiens publics très significatifs pour financer les fours électriques. Tout cela, donc, nous comprenons les enjeux et ces choix d'avenir qui permettront d'emporter une véritable rupture technologique. Cette ambition n'a de sens que si l'activité potentiellement décarbonée est destinée à perdurer. La France peut faire valoir des atouts, vous venez encore de le dire, à s'appuyer sur l'énergie nucléaire et les perspectives offertes par l'hydrogène. Mais j'en arrive à mes questions. Le passage à l'acier décarboné, vous l'avez dit, et l'orientation de la production vers des aciers plus haut de gamme permettront-ils d'assurer cette pérennité? Quelle pourrait être vos stratégies commerciales pour valoriser ces produits? Avec une interrogation, les clients finaux seront-ils prêts à suivre en payant un supplément de prix à la décarbonation? Par ailleurs, les productions françaises d'acier spécialisé français sont donc réputées pour leur exceptionnelle qualité. Elles assurent, malgré des coûts de production élevés, des débouchés garantis sur le marché international, le maintien du savoir-faire unique et l'emploi hautement qualifié. Voilà, je vous remercie pour vos précisions. Merci, Monsieur le député, pour votre question. Un des points très importants aujourd'hui sur la décarbonation, c'est que, vu d'aujourd'hui, nos clients ne sont pas prêts à payer le moindre premium pour avoir de l'acier décarboné. Parce que nos clients, vous prenez l'automobile ou la construction ou quel que soit le secteur, sont tous pris dans la même spirale compétitivité, productivité. Et donc, c'est un sujet sur lequel on travaille bien évidemment, mais ce n'est pas un sujet uniquement, c'est un sujet ensemble de la filière, c'est-à-dire sidérurgie plus automobile. Comment peut-on faire ensemble en sorte que l'ensemble d'une filière puisse passer à de l'acier divers, décarboné? Donc c'est quelque chose qui prendra du temps, mais la réponse, elle passe par une approche sectorielle, et ça c'est le point essentiel. Après, sur les sites français, et je vais répondre à votre question en prenant le cas d'Industil, hein, qui est un fleuron qui est une de nos usines qui fait des tôles très très épaisses. Elle ne fabrique que des spécialités pour le nucléaire, pour l'armement, la fourniture et la construction des sous-marins nucléaires. Donc on est dans une stratégie où on développe de plus en plus la spécialisation de nos sites, parce que c'est une réponse à la compétitivité. Vous prenez des sites comme Florange. Ce sont des sites qui ont bénéficié et qui bénéficient de toute la recherche et développement sur les aciers pour l'automobile et sur les fonctions pour l'automobile. Donc quand on prend le portefeuille d'activité d'ArcelorMittal en France, une grosse partie de notre production est basée sur des aciers de spécialité par type de marché. Donc on a une approche très très sectorielle en essayant de nous différencier par rapport à nos concurrents. Et c'est ce que je disais dans l'introduction.
on ne vend pas des tonnes, on vend des solutions acier par type de marché. Alors, on le retrouve dans l'éolien, on le retrouve dans la construction navale, on le retrouve dans l'automobile, on le retrouve dans l'électroménager, dans tous les marchés que l'on sert. Merci. François Jolivet pour le groupe. Merci. Emmanuel Mandon. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire Général, merci pour votre éclairage par rapport aux enjeux de la décarbonation de l'usine de Dunkerque. Bon, nous sommes entrés tout de suite dans le sujet, puisque cette audition vient dans le prolongement de celle que nous avons eue ce matin avec Monsieur Alain Legris de la Salle, président d'ArcelorMittal France. En 2021, le gouvernement donc lançait, vous l'avez dit, un plan d'action ambitieux pour décarboner nos industries et assurer ainsi le respect de nos engagements climatiques. Alors nous sommes bien à mi-chemin et votre audition a déjà permis de faire le point sur le projet le plus emblématique avec la décarbonation, je le disais, du site d'ArcelorMittal Dunkerque, qui représente, je crois, à lui seul 15% des émissions industrielles nationales. La convention de travailler avec ce groupe s'inscrivait dans une démarche vertueuse en traçant une voie, une méthode, une stratégie nationale pour des projets de décarbonation à venir. Projets attendus dans des secteurs clés, je l'ai rappelé, qui vont devoir réaliser des investissements très lourds. Mais ces investissements, ils sont un pari sur l'avenir. Et ils n'ont de sens que si l'activité potentiellement décarbonée est destinée à s'inscrire dans la durée. Or, le contexte international est particulièrement difficile. Donc, comment on peut essayer d'inverser la tendance et convaincre? La France doit s'appuyer, à mon sens, sur des atouts. Je pense à la maîtrise de l'énergie nucléaire, la perspective du recours à l'hydrogène, mais aussi le souci de la qualité des produits, de l'innovation, ce qui suppose de s'approprier, bien sûr, ces ruptures technologiques qui permettent de vrais gains de productivité. Vous n'aimez pas le mot réindustrialisation, on l'a compris. D'accord, nous parlons donc de nouvelle industrialisation pour nos territoires. C'est entendu. Donc il faudrait associer, à mon avis, cet impératif à un autre impératif, conditionner les aides publiques de toute nature au respect par les bénéficiaires d'obligations de réalisation d'investissements qui correspondent réellement à la mission de votre secrétariat général pour l'investissement. Avez-vous les moyens de poursuivre cette mission dans de bonnes conditions? Écoutez, d'abord, on a engagé à date 40 milliards sur les 54. Je crois que je ne l'ai pas encore dit. Chaque dossier faisant l'objet d'une contractualisation formelle, c'est-à-dire qui fait l'objet d'un contrat. D'ailleurs, Arcelor, si nous en sommes là, c'est parce qu'il y avait des jalons très précis, sur des engagements précis, une forme de conditionnalité qui n'a pas été pour le moment respectée, d'où les décalages qu'on constate aujourd'hui. Donc on le fait. Je pense qu'on a tous les moyens pour ça, sans mélanger les choux et les carottes. Ce que je veux dire, c'est que nous finançons des projets. Quand on lance un projet d'innovation sur un secteur, il ne faut pas, parce que c'est la même entreprise, assimiler toutes les conditions de toute l'entreprise en même temps. Je pense que ça, c'est une erreur d'analyse, parce que ça verrouille cette idée de transformation qui est possible. Évidemment qu'il faut respecter les emplois, c'est quelque chose de majeur, mais dans leur transformation. C'est pour ça qu'il faut l'accompagner toujours, à mon avis, d'un plan de formation ou d'un plan de transformation et de laisser personne au bord de la route. Mais, encore une fois, le raccourci de dire « Ah ben si on vous donne une prime, alors vous bloquez, par exemple, vos licenciements pendant 3 ans », quel type de licenciement, par rapport à quel potentiel de croissance de cet nouvel investissement dans l'innovation, et entre les deux, la liaison, c'est la formation des gens et de ne pas les laisser au bord de la route. Voilà un petit peu comment... Et ces moyens-là, ce sont des négociations qui se mènent au niveau des contrats via nos opérateurs, via l'ADEME, via la BPI, via la Caisse des dépôts et la Banque des territoires. Donc c'est surtout dans le cas présent de l'ADEME et la BPI qui nous intéressent. Mais je pense que, en tout cas... On va vous rendre bientôt, vous savez, un rapport à la fin de l'année, un rapport à l'Assemblée nationale de nos activités. Dans ce rapport, il y a une enquête sur 1600 lauréats France 2030 qui ont répondu à ce qu'ils pensaient de, justement, notre action sur le terrain,
Bon, j'en ai quand même quelques premières idées, hein, sur un échantillonnage de ces 1600, pas sur la totalité. Je pense que ce dialogue, il est réel. Il est réel et il fonctionne. Et en tout cas, quand moi je suis sur le terrain, je me rends compte qu'il y a beaucoup de projets dont on me dit, grâce à l'État, parce que j'insiste toujours que c'est l'État, c'est pas France 2030 seulement, grâce à l'État, j'ai pu accélérer ce projet ou j'ai pu faire ce projet que je n'aurais peut-être pas fait. Et ça, c'est une satisfaction importante pour la croissance future. Maintenant, les impacts se mesureront en années, hein, pas en semaines ni en semestres.